Alors, mes chers collègues, on va commencer parce que voilà, l'audition de M. Frérot a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Merci, Madame la Ministre, d'avoir patienté. Merci beaucoup. Vous avez un bel œillet du 11 novembre. Bravo. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, pour échanger sur l'évolution notamment des crédits de la mission écologie, développement, mobilité durable, prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Nous aurons beaucoup d'autres questions sur d'autres sujets, Madame la Ministre, à vous poser, peut-être dans le cadre d'autres auditions, évidemment. Le 7 avril dernier, notre commission appelait le gouvernement, en la personne de votre prédécesseur Elisabeth Borne, à faire de la neutralité carbone l'aiguillon du plan de relance pour sortir de la crise économique sans dévier de nos engagements climatiques. Quelques semaines plus tard, notre commission publiait son plan de relance, constituant la déclinaison concrète de cette obligation. Depuis lors, certaines priorités ont été inscrites à l'agenda gouvernemental. Je pense notamment, bien sûr, à la rénovation énergétique, à la mobilité propre ou encore à l'hydrogène, pour lesquelles des annonces ont été faites. Ces annonces méritent d'être saluées. Elles doivent être, bien sûr, suivies des faits et vous pouvez compter sur nous pour regarder ça avec vigilance. Pour autant, nous pouvons regretter qu'il ait fallu attendre la crise économique, puis le PLF 2021, pour que le gouvernement concrétise cette volonté. Depuis l'adoption de la loi énergie-climat, notre commission a plaidé sans relâche pour que le gouvernement alloue des moyens budgétaires et fiscaux à la hauteur des objectifs énergétiques et climatiques fixés par le législateur. Et vous avez été partie prenante d'ailleurs de ces objectifs. Il y a aujourd'hui des avancées, mais elles nous semblent limitées puisque le gouvernement use bien souvent de redéploiement de crédits. Nous vous entendrons à ce sujet. Dans ce contexte, je souhaiterais vous interroger sur 3 sujets. Le premier a lieu au financement des énergies renouvelables. Actuellement, ce financement est largement assuré par le compte d'affectation spéciale Transition énergétique, qui est alimenté par des taxes intérieures de consommation sur l'énergie à hauteur de 6,3 milliards pour 2020. Or, ce compte sera clôturé à partir du 1er janvier prochain. Vous savez, depuis la crise des Gilets jaunes et la crise de défiance grandissante, que le consentement à l'impôt ne peut s'accompagner que d'une transparence de la bonne utilisation des recettes de ces impôts, et ceci au bon endroit. Pourquoi ne pas envisager sa prolongation, au moins jusqu'à la sortie de crise ? Dans le même temps, le gouvernement a déposé un amendement à l'Assemblée nationale visant à réviser les contrats d'achat conclus au premier semestre 2010 pour les installations photovoltaïques de plus de 250 kW. S'il est légitime de veiller à la bonne utilisation des données publiques, évidemment, une telle modification, a fortiori rétroactive, remet en cause la parole de l'État. Entendez-vous poursuivre cette réforme et quel sera son impact ? Plus largement, les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables sont entrés dans une zone de turbulence puisque la baisse des prix de l'énergie renchérit les charges de service public de l'énergie qui les sous-tendent. Quel impact global anticipez-vous et n'est-on pas à l'aube d'une rupture dans le modèle de financement des énergies renouvelables ? Le deuxième motif d'incertitude concerne la fiscalité énergétique. Alors que le gouvernement s'est engagé à un gel de la fiscalité en 2018, on observe cette année encore une hausse des taxes intérieures de consommation sur l'énergie. Plus de 15% pour les produits énergétiques, 4,5% pour le gaz naturel, 8,3% pour l'électricité. Cette hausse est d'ailleurs largement captée par l'État puisque les recettes doublent et que le compte affecté, je l'ai dit, est lui-même supprimé. Par ailleurs, l'adaptation des taxes communales et départementales sur la consommation finale d'électricité pose 2 risques. Soit le risque d'une augmentation de la taxation de l'électricité dans une partie des départements et des communes. Je comprends bien qu'il est plus facile cette année de faire porter cette responsabilité aux collectivités. Et ou, dans l'autre sens, un risque d'érosion de l'autonomie fiscale de ces collectivités. Quels seront les départements et les communes concernés par cette hausse ? Quel en sera le niveau ? Peut-être pouvez-vous nous l'indiquer. Parallèlement à la hausse des taxes intérieures de consommation sur l'énergie, les exonérations et les autres réductions fiscales du secteur baissent de 24%. Autrement dit, les professionnels sont confrontés à une hausse pérenne de la fiscalité d'1 milliard d'euros. Elle s'explique notamment par la révision l'an passé de certains taux réduits ou d'exonération de taxes. Or, la situation économique a, semble-t-il, un peu évolué. Ces mesures ne devraient-elles pas être reportées l'année prochaine ? Le dernier sujet de vigilance porte sur l'énergie nucléaire.
Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, seuls 200 millions d'euros sont alloués à l'énergie nucléaire. Il vise à renforcer les compétences, moderniser les entreprises, développer la recherche dans cette filière. Ces crédits, pardonnez-moi, sont bien modestes, car l'énergie nucléaire représente encore les 3/4 de notre mix électrique. Ils sont inadaptés au contexte sanitaire qui a fait entrer le marché de l'électricité dans une véritable crise un peu passée sous silence, avec une baisse de recettes des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux évaluée à 1 milliard d'euros par EDF au premier semestre 2020, une fragilisation de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, le fameux AREN, un contentieux qui oppose EDF aux fournisseurs alternatifs, et un décalage des grands investissements dans le parc nucléaire, à commencer par le programme d'arrêt de tranche. Au total, EDF se trouve à des échéances difficiles à gérer, liées à l'arrêt des réacteurs de Fessenheim, au retard dans la mise en service de l'EPR de Flamanville ou encore au recalibrage du grand carénage. Ma question est donc double. À court terme, le gouvernement a-t-il pris toutes les mesures pour garantir la sécurité d'approvisionnement cet hiver ? Sur ce point, je rappelle que le président du réseau de transport d'électricité anticipe une situation de vigilance particulière. Il serait quand même regrettable que, faute d'un soutien suffisant à la filière nucléaire, des importations d'énergie fossile soient nécessaires pour surmonter la pointe de consommation à venir. À plus long terme, où en sont les négociations entre le gouvernement et la Commission européenne sur la réforme du marché de l'électricité? Un accord est-il en vue pour remplacer l'AREN par un corridor de prix? Si oui, un relèvement du prix plancher est-il prévu? Ce relèvement permettra-t-il de compenser la fermeture de 14 réacteurs prévus par la loi énergie-climat et la construction de 6 réacteurs nouvelle génération? Vous-même, soutenez-vous ce programme de construction? Dans le même ordre d'idées, le projet de réorganisation Hercule est-il en passe d'aboutir? Si oui, quelles seraient les garanties envisagées pour maintenir le caractère intégré du groupe? Qu'en est-il du renouvellement des concessions hydrauliques? La mise en place d'une quasi-régie est-elle prévue? Est-elle sur les rails? Voilà, je vous remercie des éléments de réponse que vous voudrez bien nous indiquer sur ce dossier qui est un dossier que nous suivons de très très près. J'en profite pour excuser Daniel Grémillet, qui est le rapporteur habituel à l'énergie et qui, pour un problème personnel, voilà, ne peut pas être là aujourd'hui, mais il sera remplacé par Daniel Laurent dans quelques instants pour poser ces questions. Et puis j'ai une dernière petite question à côté de l'énergie, c'est peut-être pour des questions de visibilité de notre agenda, vous pourrez nous dire comment vous envisagez la Convention citoyenne et son application législative. Voilà, Madame la Ministre, je vous laisse la parole et ensuite je donnerai la parole à Daniel Laurent pour les questions de notre rapporteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour votre invitation à venir vous présenter dans les grandes lignes le budget de mon ministère. Le projet de loi de finances, c'est un moment important, c'est un moment essentiel, au cœur même de notre vie parlementaire et démocratique. J'y suis profondément et personnellement attachée, moi-même étant ancienne parlementaire. Et je crois que nous avons d'autant plus besoin de ce moment alors que notre pays traverse une situation d'une exceptionnelle gravité. Comme vous, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je vois l'inquiétude de nos concitoyens, la peur pour soi, pour ses proches, pour sa santé, pour son emploi et pour son avenir. Et dans ces temps troublés, nous avons, vous comme moi, la charge accrue de tenir le cap et de continuer à préparer l'avenir. Un illustre de vos prédécesseurs, Victor Hugo, l'a écrit « L'avenir a plusieurs noms. Impossible pour les peureux, inconnu pour les timides, l'idéal pour les courageux. » Ces mots résonnent alors que nous sommes à la croisée des chemins. Oui, nous pouvons encore choisir l'avenir que nous voulons. Nous pouvons choisir d'éviter la catastrophe écologique. Nous pouvons choisir de relever le pays de la crise, de faire ce que nous propose Hugo, avancer avec courage vers l'idéal. Alors, je suis heureuse de vous présenter un budget qui regarde vers l'avenir, qui est taillé à la hauteur des crises de notre époque, un budget avec l'écologie au cœur, et au cœur au-delà du seul périmètre de mon ministère. Je vais vous donner les grandes lignes de ce budget. Après, je répondrai à vos questions. Alors, je crois que vous abordez, Madame la Présidente, des sujets qui je pense, recouvrent des préoccupations partagées par vos collègues. Donc, j'y répondrai peut-être de manière générale et je rentrerai dans les détails au fur et à mesure de nos débats. Alors, l'écologie
l'intérêt de ce budget, c'est qu'elle est au-delà du seul périmètre de mon ministère. Avec le budget vert, notre pays connaît une petite révolution. Et mesurer l'impact écologique des recettes et des dépenses, ce n'est pas simplement regarder le budget de l'État à l'aune du développement durable, c'est bel et bien transformer notre conception même de ce qu'il est. C'est reconnaître qu'il y a un déficit écologique et que nous devons le réduire. L'écologie au cœur du budget de l'État, c'est bien sûr le plan de relance, ce plan inédit et massif de 100 milliards d'euros qui consacre un tiers de ce montant à l'écologie. C'est sans précédent. Jamais aucun gouvernement n'avait fait le pari de l'écologie comme sortie de crise. Et jamais aucun gouvernement n'avait choisi de redémarrer le pays en préparant l'avenir. Autant. Avec ce plan, nous plaçons enfin la France dans la trajectoire vers la neutralité carbone et la ministre de l'écologie que je suis s'en réjouit. Mais maintenant, ce plan doit vivre et il doit se déployer au plus vite dans les territoires. Alors moi, je ne crois pas aux stratégies de papier, je ne crois pas aux grandes déclarations dont on ne voit jamais la réalité sur le terrain. L'ambition du gouvernement, c'est donc de faire vite et de faire bien en étant aux côtés des élus de terrain et de celles et ceux qui savent comment ça se passe, où ça se passe et ce qu'il faut faire. Et je vois de nombreux élus de terrain ici dans cette salle et je pense aussi derrière vos écrans. Pour répondre à l'urgence économique, écologique, sociale et économique et pour reconstruire un autre avenir, ce plan, vous le connaissez, je ne vais pas vous en faire le détail, mais seulement vous prendre un exemple. Depuis des années, les élus prêchaient dans le désert en demandant aux gouvernements successifs de rouvrir de petites lignes des trains de nuit. Et avec le plan de relance, nous mettons 650 millions d'euros sur la table, rien que pour les petites lignes et les trains de nuit. Alors bientôt, on verra un Paris-Nice, un Paris-Tarbes en train de nuit, reliant les villes, leurs habitants à moindre coût financier et écologique, et c'est le sens de l'histoire, et c'est l'engagement de l'État. Dans cette bataille de l'écologie, mon ministère, évidemment, est en première ligne, et ses moyens augmentent pour l'année prochaine. Ils sont en hausse de 1,3 milliard d'euros pour s'élever l'année prochaine à 48,6 milliards. C'est historique et c'est nécessaire pour être collectivement à la hauteur de nos ambitions. Transformer la France pour atteindre la neutralité carbone, protéger nos concitoyens et la biodiversité, rendre notre pays plus résilient, plus indépendant, plus préparé aux défis de ce siècle. Mesdames et messieurs, c'est ce dont je vous parle. C'est bien d'une course contre la montre, car chaque minute compte. Alors avec ces moyens, nous allons agir encore plus vite pour développer les énergies renouvelables, Madame la Présidente, dont le budget est en hausse de 25%. Nous allons agir encore plus vite pour préparer notre pays aux conséquences du dérèglement climatique. Vous le savez, pour être des élus de territoire, ces conséquences sont déjà là. Je parle des inondations, des sécheresses, des incendies dont la période s'étend. Tous ces phénomènes extrêmes sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Fermer les yeux, attendre que ça passe serait une faute historique. Nous ne pouvons pas nous contenter de réagir. Nous devons construire maintenant la résilience de demain. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui un budget pour la prévention des risques naturels majeurs en très forte hausse, de plus de 55%. Avec ces crédits, nous allons renforcer la protection des populations et des territoires. Mais je crois que protéger nos concitoyens, c'est aussi agir dans leur quotidien pour assurer un air de qualité. La pollution de l'air, c'est 48 000 décès prématurés chaque année dans notre pays. C'est 22% de risque de développer une forme grave de la Covid-19. Alors oui, là aussi, nous faisons face à une urgence sanitaire, sociale et environnementale. Et là aussi, nous avons la responsabilité de tout faire pour protéger les Françaises et les Français. Avec ce budget que je vous présente, nous allons pouvoir agir encore plus vite pour renforcer le contrôle de la qualité de l'air, pour soutenir les associations de surveillance. Protéger nos concitoyens, c'est aussi bien sûr prendre sa part de la solidarité nationale. C'est un principe de notre République et je sais que nous le partageons, toutes et tous. Mais les principes doivent vivre, s'incarner dans des dispositifs et dans des politiques publiques et dans des budgets. Et mon ministère, une fois encore, est en rendez-vous avec 200 millions d'euros budgétisés pour l'hébergement d'urgence et accompagner le retour au logement. Vous le voyez, c'est un budget large qui dépasse largement les limites de votre commission. C'est un budget d'action pour préparer l'avenir, pour protéger nos concitoyens dans tous les territoires, en métropole, mais aussi en outre-mer, pour tenir le cap. Avec les moyens alloués à mon ministère l'année prochaine, nous allons pouvoir amplifier notre deuxième ligne de front. Et elle concerne tout le monde, y compris votre commission, la protection de la biodiversité. Vous le savez sans doute, notre pays est particulièrement riche de cette biodiversité. Avec les Outre-mer, la France abrite 10% de toutes les espèces connues dans le monde. C'est considérable.
Ce patrimoine vivant nous confère une responsabilité particulière, celle de tout faire, évidemment, pour le protéger. Et là aussi, il y a urgence. Les récifs coralliens pourraient ne pas passer la fin du siècle. Toutes les espèces sont en déclin. Insectes comme oiseaux disparaissent. Je refuse que nous nous résignions à cette extinction de masse. C'est notre responsabilité, à moi comme à vous, de tout faire pour enrayer et renverser le déclin. De tout faire pour léguer à nos enfants une planète riche de vie, animale ou végétale, en mer comme sur terre. Alors avec ce budget que je vous présente, nous allons un cran plus loin, par exemple en renforçant les moyens de l'Office français de la biodiversité, de l'Office national des forêts, mais aussi en nous dotant des outils nécessaires pour que la protection de la biodiversité se fasse là où elle se trouve, dans les territoires. Alors nous renforçons le soutien aux parcs nationaux, nous augmentons le budget des réserves, des parcs naturels régionaux, des conservatoires d'espaces naturels. Ce sont des sentinelles de la biodiversité, au cœur des territoires, au plus près de nos concitoyens, pour protéger, éduquer, sensibiliser tous les acteurs agricoles, les acteurs industriels, bref, pour agir. Mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, cette transition écologique que je porte, vous le voyez, elle touche à tous les pans de nos existences. Et je voudrais vous présenter rapidement un des plus gros morceaux, si vous me permettez l'expression, plus gros morceau, les transports. Ils sont le lien qui relie entre eux nos territoires et nos concitoyens, une colonne vertébrale. Et avec ce budget 2021, notre ambition est bien de la consolider en lui ouvrant l'avenir. Je vous ai déjà parlé des petites lignes, des trains de nuit. Je souhaite maintenant vous parler plus largement des mobilités de demain, plus vertes, plus douces, plus connectées aussi. Métro, tramway, bus, vélo, train, c'est l'avenir. Et c'est bien pourquoi, avec ce budget, nous augmentons le soutien de l'État aux collectivités pour construire des aménagements cyclables sécurisés. Nous soutenons les ménages dans l'achat de véhicules propres. Nous développons massivement le fret pour les marchandises. Nous sommes au rendez-vous de la crise du secteur aérien, en préservant les investissements nécessaires, tant pour la sécurité que pour la préparation d'un avenir plus vert. Bref, avec ce budget, nous construisons l'avenir de nos transports. L'année 2021 et le budget qui va avec, c'est le reflet de notre époque, chamboulée et en basculement. C'est un budget qui fait le choix de l'écologie à tous les niveaux et je crois que c'est bien le seul choix à faire pour notre pays, pour sa jeunesse, pour ses aînés, pour sa biodiversité et pour ses territoires. L'écologie transforme la vie des Françaises et des Français, elle revitalise les territoires, elle leur ouvre un avenir, elle ramène des emplois, de la croissance verte, de l'activité. Alors ce budget est ambitieux, il le faut pour faire face aux défis de notre temps, pour réaliser toutes les promesses de la transition écologique et pour porter dans chaque territoire d'un monde nouveau que nos concitoyens attendent, surtout en ce moment, plus juste, plus solidaire, plus écologique. J'y suis déterminée. Et je vais terminer sur un mot sur la Convention citoyenne pour le climat, puisque nous reviendrons après sur les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, sur le nucléaire, sur tous ces sujets qui nous passionnent tous. La Convention citoyenne pour le climat, c'est un exercice démocratique inédit qui a été porté par le président de la République. Le président de la République, face à la crise des Gilets jaunes et face aux effets de la taxe carbone et au désarroi d'un certain nombre de nos concitoyens, face à des mesures qui ont été prises et qui étaient manifestement mal comprises, face au sentiment aussi qu'ont certains de nos concitoyens de ne pas être entraînés dans cette transition écologique, d'être mis de côté par rapport à cette transition écologique, a souhaité, à travers cette convention, demander à des personnes qui ne sont pas des politiques, qui sont des personnes que nous croisons dans notre vie quotidienne, qui peuvent être vous, qui peuvent être moi, qui peuvent être notre voisin, des personnes tirées au sort, de venir travailler sur ces sujets et de nous exposer ce qu'eux considèrent comme acceptable pour la transition écologique et pour notre avenir. Ils ont travaillé longtemps, ils ont passé du temps, ils ont pris des jours de congé, ils ont pris du temps sur leur temps de vie en dehors, sur leur temps amical, sur leur temps de famille, pour essayer de participer à cet exercice inédit. Ils nous ont fait des propositions et maintenant, ils comptent sur le gouvernement, ils comptent sur le Parlement pour que ces propositions puissent être traduites en actes. Un certain nombre de propositions sont audacieuses. Un certain nombre de propositions peuvent susciter des interrogations. Et c'est tout l'intérêt du débat parlementaire qui aura lieu dans les mois qui viennent, puisque nous avons prévu que le projet de loi arriverait au Parlement, certainement à l'Assemblée nationale au mois de mars, avec une volonté qu'il soit voté définitivement avant l'été 2021.
Je crois que la pire des choses, ce serait de penser que ces citoyens sont déconnectés de la réalité. Au contraire, ce sont des gens qui, aujourd'hui encore, quand on a besoin de les contacter pour faire des réunions, qui nous expliquent que, ben oui, mais ils sont gentils, mais il faut qu'ils posent un jour de congé, il faut qu'ils puissent se déplacer pour venir, ils prennent leur voiture pour beaucoup pour aller travailler, ils sont consommateurs, usagers des services publics, ils vivent comme tout le monde. Et donc, faisons attention à ne pas croire, parce que je l'ai trop entendu, Madame la Présidente, c'est pour ça que j'insiste sur le sujet, ne pas croire qu'ils n'ont pas pris la mesure et la dimension sociale et économique des mesures qu'ils proposent. Donc regardons-les, travaillons-les, et je pense que nous pourrons arriver à quelque chose qui peut être une vraie belle loi et un vrai bel exercice démocratique si nous prenons le temps d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Voilà, Madame la Présidente, excusez-moi d'avoir été un peu longue, je suis à la disposition de Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs pour répondre à toutes leurs questions. Et je reviendrai sur la suppression du CAS, sur la hausse des rendements des taxes, etc. Très bien, je vous propose donc de revenir effectivement plus dans notre périmètre de la Commission des affaires économiques, même si évidemment la transition environnementale concerne tous les secteurs. Je vais donner la parole à Daniel Laurent, donc voilà, au nom de Daniel Grémillet. Daniel, qui est en visio. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame la Ministre, vous m'entendez bien j'espère? Très bien. Allô? Vous m'entendez bien? C'est parfait Daniel. Alors comme vient de l'indiquer Madame la Présidente, Madame la Ministre, j'ai le plaisir de m'exprimer au nom de notre collègue et ami Daniel Grémillet, rapporteur pour avis sur les crédits énergie, qui malheureusement est retenu par des contraintes personnelles. Nous célébrons aujourd'hui, jour pour jour, une année d'application de la loi énergie-climat. Le prochain exercice budgétaire sera donc déterminant pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de cette loi. Or, les crédits énergie sur lesquels nous nous penchons soulèvent plusieurs difficultés. Premier point, s'agissant de la rénovation énergétique, le constat est ambivalent. Certes, nous nous réjouissons de la réintégration des propriétaires bailleurs et des ménages des 9e et 10e déciles dans MaPrimeRénov', qui a succédé au crédit d'impôt pour la transition énergétique. Nous l'avons constamment et ardemment défendu à chaque examen budgétaire. En effet, la réforme du CITE, engagée l'an passé, a conduit à la chute des 2/3 des bénéficiaires et du montant de ce crédit d'impôt. Si le gouvernement pense faire de la rénovation énergétique un levier de la reprise économique, il importe cependant d'aller plus loin. D'autre part, l'éligibilité des ménages des 9e et 10e déciles est actuellement limitée aux travaux de rénovation globale. Ne pourrait-on pas leur ouvrir les travaux réalisés isolément? D'autre part, certains équipements tels que les chaudières très haute performance énergétique hors fuel, les pompes à chaleur géothermiques ou les appareils de régulation ou de programmation soient moins bien pris en charge qu'auparavant. Ne pourrait-on pas envisager une revalorisation? Au-delà des critères d'éligibilité à ce dispositif, je crois qu'il est crucial de se pencher sur son application. En effet, le gouvernement a fixé un objectif de 170 000 primes délivrées pour 2020 l'automne dernier. Cet objectif ayant été relevé à 200 000 primes par le ministère du Logement en janvier dernier, or depuis avril, ce sont seulement 65 000 primes qui ont été effectivement attribuées. C'est insuffisant pour atteindre la cible de 500 000 rénovations par an issue de la loi de transition énergétique. C'est dramatique car le CITE et les crédits d'impôt qui l'ont précédé ont soutenu pas moins de 16 millions de rénovations de 2005 à 2019. Disposez-vous, Madame la Ministre, d'éléments actualisés sur l'application de MaPrimeRénov'? Ne faudrait-il pas urgemment revaloriser les moyens de l'Agence nationale de l'habitat pour faciliter et accélérer l'installation des dossiers? Dans le même ordre d'idées, le chèque énergie n'est quasiment pas utilisé comme un moyen de financement des opérations de rénovation énergétique. Son faible montant, qui s'établit entre 48 et 277 €, ne devrait-il pas être rehaussé pour permettre la prise en charge effective de ce type d'opération?
Deuxième chapitre, pour ce qui concerne la mobilité propre. Les dispositifs existants ne sont pas exempts de critiques. À l'évidence, nous nous réjouissons de la revalorisation de la prime à la conversion et du bonus automobile que nous avons par le passé appelé de nos voeux. En effet, il faut rappeler que le décret du 16 juillet 2019 a engendré une chute d'un tiers des ménages et des véhicules éligibles à la prime à la conversion. Si les conditions d'éligibilité à cette prime ont été desserrées en juin dernier, ce n'est qu'à titre temporaire puisque l'ancien revenu fiscal de référence et l'ancien barème ont pour partie été rétablis. Par ailleurs, sur l'objectif d'1 million de primes à la conversion attribuées sur le quinquennat, seuls 50 000 l'ont été au premier trimestre 2020. Ce constat appelle deux commentaires. Tout d'abord, ne pensez-vous pas qu'il faut en finir avec l'instabilité normative entourant ces dispositifs et ne pourrait-on pas les maintenir après le 1er juillet prochain? Ne devrait-on pas desserrer leurs conditions d'éligibilité? Plus encore, les primes à la conversion et les bonus automobiles ne sont pas toujours effectivement mis en œuvre. Comment y remédier? Hormis les aides à l'acquisition, le soutien à la mobilité propre passe aussi par le déploiement d'infrastructures de recharge en carburant alternatif. À l'occasion du dernier collectif budgétaire, nous avions fait adopter un mécanisme de suramortissement sur les infrastructures de recharge en carburant alternatif, qui avait reçu, bien sûr, l'avis favorable du gouvernement. Pouvons-nous compter sur votre soutien pour le faire aboutir, Madame la Ministre? Troisième chapitre, s'agissant des énergies alternatives, plusieurs sujets sont à relever. Tout d'abord, comme l'a dit très justement tout à l'heure notre présidente, je déplore la suppression au 1er janvier prochain de l'exonération de la TICGN sur le biométhane injecté. Je rappelle que la loi énergie-climat fixe un objectif d'au moins 10% de gaz renouvelable d'ici 2030. Un cadre fiscal incitatif doit donc être préservé. Aussi, le gouvernement pourrait-il maintenir cette exonération? Pour ce qui est de l'hydrogène, je m'interroge sur les projets susceptibles d'être soutenus dans le cadre du plan de relance. Nous le savons, une ordonnance est en cours d'élaboration pour cette filière en application de l'article 52 de la loi énergie-climat. Dans sa délibération sur ce projet d'ordonnance rendu le 24 septembre dernier, la Commission de régulation de l'énergie a indiqué qu'il n'existe aucune raison de distinguer entre l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone dans le soutien public apporté à cette filière. Le gouvernement entend-il faire suite à cette recommandation? Les 2 milliards d'euros alloués à l'hydrogène en 2021 dans le cadre du plan de relance sont-ils bien destinés à financer toutes les formes d'hydrogène, y compris celui issu de l'électricité nucléaire? Je constate que la loi énergie-climat prévoit un objectif de 20 à 40% d'hydrogène bas carbone et renouvelable d'ici 2030. Aucune distinction n'a donc été faite entre les différentes sources d'hydrogène. En ce qui concerne les biocarburants, nous nous félicitons que la Commission européenne ait activé le 4 novembre dernier le mécanisme de surveillance européen pour les importations d'éthanol. Dans le cadre de son plan de relance, notre Commission avait relayé avec force cette demande. Outre cette mesure bienvenue, ne pourrions-nous pas faire davantage en faveur des biocarburants? Pourquoi ne pas leur allouer des crédits spécifiques en matière de recherche et de développement dans le cadre du plan de relance? Au-delà de ces aspects budgétaires et fiscaux, je voudrais pour finir évoquer l'actualité législative et réglementaire en matière d'énergie. La crise du Covid-19 est venue perturber notre agenda en la matière. Plusieurs textes d'application de la loi énergie-climat ont ainsi pris du retard. Quels sont ceux d'entre eux dont la publication est imminente, Madame la Ministre? Un point mérite une attention particulière. Le gouvernement a lancé une consultation sur la 5e période des certificats d'économie d'énergie, C2E, allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Or, l'article 2 de la loi énergie-climat dispose que les C2E seront fixés par une loi quinquennale à compter du 1er juillet 2023 et ne pourront donc pas être déterminés par décret au-delà du 31 décembre 2023. Quelle serait la période visée par le décret? Pouvez-vous nous rassurer sur l'intention du gouvernement, est bien de respecter la future loi quinquennale?
Outre la loi énergie-climat, je souhaiterais aussi évoquer les lois d'urgence sanitaire, car les ordonnances reportant le paiement des factures d'énergie et la trêve hivernale ont un impact sur la trésorerie des énergéticiens. Ne devrait-on pas instituer un mécanisme de solidarité nationale pour leur permettre de faire face aux impayés de facturation qui se multiplient? Enfin, un point d'actualité que je voudrais aborder sont les projets de loi relatifs à la Convention citoyenne pour le climat et au code minier. Quels en sont le contenu et le calendrier, Madame la Ministre? Pour conclure, je souhaite vous faire part des inquiétudes des agriculteurs et des entrepreneurs qui m'ont sollicité sur la remise en cause des contrats d'achat d'électricité solaire pour les installations, contrats dits SO6 et S10, de puissance supérieure à 250 kW, conclus avant le moratoire décidé par le décret du 9 décembre 2010. Ces installations ont été financées par des prêts bancaires et si cette disposition devait être adoptée, ils ne seront plus en mesure de les honorer, sans compter les incidences pour les entreprises de maintenance technique ou d'entretien et l'emploi local. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci Daniel. Alors je dis d'abord tout de suite aux autres collègues qu'ils n'auront jamais tout ce temps-là. Voilà, parce que sinon on est là jusqu'à le lendemain matin. Madame la ministre, vous pouvez peut-être répondre à cette première série de questions. Et après, j'ai 12 inscrits. Donc voilà. Très bien, très bien. Moi, je suis à votre disposition le temps que vous le souhaitez, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Beaucoup de questions, Monsieur Laurent. Je reviens une seconde sur la suppression du CAS, Madame la Présidente. En fait, il a été supprimé tout simplement parce que c'était devenu un CAS assez artificiel, car on y affectait une fraction de TICPE ajustée à l'euro des dépenses. Et en fait, la séparation entre le CAS transition énergétique et le programme 345 était finalement virtuelle et assez peu lisible. Donc, on a souhaité mettre un peu plus de lisibilité en réintégrant en fait le CAS dans le budget général. En revanche, évidemment, ça n'a aucune conséquence autre et notamment pas de conséquences sur les contrats. D'une manière générale, sur la question que vous avez posée, Madame la Présidente, et qui a été posée aussi par Daniel Laurent, je voudrais répondre parce que je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, qui est la question des contrats photovoltaïques. Sur ces contrats, je tiens d'abord à préciser qu'il ne doit y avoir aucune ambiguïté. L'objectif du gouvernement, c'est de soutenir le développement des énergies renouvelables et on le fait à travers un certain nombre de budgets que nous mettons en place. On met 110 milliards d'euros d'engagement pour 20 ans et on accroît pour 2020-2021 de 25% de soutien financier aux énergies renouvelables. Donc on n'est pas sur des petites sommes. On a aussi prévu des prochains appels d'offres pour plus de 10 gigawatts d'installations photovoltaïques au cours des 5 prochaines années. Sur les contrats dont nous parlons, en fait, on parle de contrats qui ont été signés entre 2006 et 2010, qui ont créé une sorte de bulle, en fait. Et qui étaient... aujourd'hui, on est sur des installations qui, pour la plupart, sont déjà complètement amorties, qui ont bénéficié d'un rendement du capital parfois de 20%. Supérieur et qui est payé aux frais du contribuable, je tiens à le rappeler. Ces contrats bénéficient aujourd'hui d'un tarif de rachat qui peut s'élever. Alors, la majorité, c'est autour de 450-480 euros par mégawattheure. Ça peut monter jusqu'à 600 euros par mégawattheure. On est sur des chiffres qui sont très, très, très supérieurs à une rentabilité dite normale. Aujourd'hui, si nous ne faisons rien, le contribuable va devoir débourser plus de 20 milliards d'euros d'ici 2030 pour rémunérer tous ces contrats, alors que moins de subventions permettraient de maintenir la même production d'énergie renouvelable en rémunérant de manière normale les producteurs. Donc c'est une rente, une rente qui est... qui va à ces contrats, et c'est autant de ressources en moins pour développer des nouvelles installations d'énergie renouvelable. Donc ce que nous avons voulu faire, malgré tout, c'est une mesure ciblée.
de révision ciblée. On ne va pas s'attaquer à tous les contrats, loin de là. On revient sur une petite minorité de contrats. On est sur un ordre de grandeur de 800 contrats sur les 235 000 contrats qui existent. Donc, on est sur vraiment une petite minorité. On est sur des contrats qui concernent des installations dont la puissance est supérieure à 250 kW crête, ce qui protège de facto tous les contrats qui ont été pris par des particuliers et la quasi-totalité des contrats qui sont pris par des agriculteurs. Nous avons évidemment négocié avec la filière pour essayer de trouver la meilleure voie d'atterrissage sur cette renégociation des contrats. Nous avons vu avec eux la possibilité de créer ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Cette clause de sauvegarde, en fait, nous permet de regarder au cas par cas la situation des exploitants à leur demande afin d'éviter toute situation où la révision du contrat pourrait conduire à mettre en péril l'exploitation et pour que les installations qui bénéficient aujourd'hui d'une rentabilité normale conservent leur tarif de rachat actuel. Donc l'idée, c'est vraiment pas de mettre tout le monde dans la difficulté. L'idée, c'est d'essayer de retrouver quelque chose de normal, de revenir sur une rente de situation qui était injustifiée, inutile, mais évidemment sans déstabiliser l'équilibre financier de la filière. Et nous continuerons à développer, à soutenir le développement de la filière photovoltaïque. J'ai par ailleurs discuté avec la Fédération bancaire française aujourd'hui, où nous avons évoqué cette question. Nous avons un précédent de révision de contrat, pour certains, vous vous en souvenez, qui concernait les contrats d'éolien offshore. On a pu constater que cette révision n'a pas entraîné une baisse d'investissement dans cette filière, tout simplement parce que nous sommes sur des filières qui sont des filières d'avenir, qui sont des filières prometteuses et qui sont des filières où il y a une volonté d'investir. Et donc les banques ne se sont pas désengagées. On a discuté et je compte sur elles pour qu'elles continuent à s'engager dans ces contrats, mais j'avoue avoir assez peu d'inquiétude sur le sujet. Donc on est vraiment, et j'insiste beaucoup, je prends un tout petit peu de temps là-dessus parce que c'est normal, ça suscite des interrogations. On est vraiment sur une mesure extrêmement ciblée dans le temps, extrêmement ciblée sur le nombre de contrats qui vont être revus. Sur les autres points qui ont été soulevés par Daniel Laurent, alors sur les questions de ma prime rénov'. Alors, nous avons souhaité, dans le cadre du plan de relance, vraiment donner un coup d'accélérateur sur la rénovation des bâtiments. Pourquoi ? Parce que les bâtiments, c'est un quart à peu près de nos émissions de gaz à effet de serre. On a beaucoup de dispositifs d'aide qui existaient et beaucoup d'argent public qui a été investi pour une efficacité dont tout le monde reconnaît qu'elle était assez limitée. Nous avons voulu, avec ma prime rénov', simplifier les démarches et mettre les investissements et mettre l'argent là où on pense qu'on va réussir à obtenir le plus de rendement, entre guillemets, énergétique. Ce qu'on veut là, c'est vraiment faire passer les bâtiments à un niveau supérieur de qualité en termes d'isolation et de qualité énergétique. On veut les faire monter de classe énergétique. Pour ça, le choix a été fait, et la question a été posée par M. Laurent, de privilégier des travaux qui seront des travaux qui vont permettre une rénovation globale, une rénovation performante. On préfère privilégier ces aides-là plutôt que des aides plus ciblées sur telle ou telle rénovation, par exemple sur un changement de fenêtre ou sur une isolation de toiture, par exemple, parce qu'on a constaté que quand on faisait ces aides-là, on n'arrivait pas à améliorer significativement la qualité, la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné. Donc c'est un vrai choix politique de réorienter les aides dans ce sens-là, de les simplifier, puisque nos concitoyens nous disaient que c'était très compliqué. Donc on a essayé de simplifier en mettant une prime, en donnant un numéro de téléphone pour que les personnes puissent avoir un interlocuteur facilement. Et puis on est en train de finir de conventionner avec les régions pour que ce qu'on appelle le réseau FER permette qu'il y ait des conseillers identifiés pour que les citoyens sachent où s'adresser. Je crois que c'est un point très important.
Sur le nombre de primes, moi, ce que je constate, c'est que MaPrimeRénov', elle a été créée en janvier 2020, qu'elle est très dynamique, qu'on a plutôt des très bons retours, effectivement, le fait de l'étendre au 9e et 10e décile, c'est une réponse qui a été faite à des demandes qui avaient été très nombreuses et qui avaient été faites ici, notamment par les sénateurs, parce que les 9e et 10e déciles, ce sont aussi ceux qui font des travaux, et que notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le plus de bâtiments possible changent de classe énergétique. On a aussi mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent aux ménages les plus en difficulté de pouvoir, les ménages les moins aisés, je viens de la Picardie et je vois pas mal de représentants de la belle région des Hauts-de-France. On a dans des régions comme celle-là beaucoup de propriétaires de maisons individuelles, mais qui sont des propriétaires humbles, qui n'ont pas les moyens d'avancer les travaux de rénovation. Et donc, ce qu'on veut pour eux, c'est vraiment cumuler les aides pour qu'ils puissent faire cette démarche et qu'ils soient soutenus dans les territoires. Le service public de l'efficacité énergétique est quelque chose que nous connaissons bien dans cette région, et c'est ce qu'on veut développer ailleurs. Sur le chèque énergie, effectivement, le montant du chèque énergie ne permet pas, et je partage, ne permet pas de financer des travaux. On est plus là sur une aide au paiement de la facture, plus que sur un financement des travaux. Mais avoir le chèque énergie n'empêche pas d'avoir un certain nombre de primes, et notamment de bénéficier de MaPrimeRénov' et de tout l'encadrement de l'ANA. Et puis, je vous signale aussi que les ménages les plus en difficulté ont eu cette année des aides qui leur ont permis de faire face à leur facture de chauffage. J'essaye d'aller vite sur les mobilités propres. Sur les mobilités propres, on a... attendez, que j'essaye de m'y retrouver. On a... La PAC et le bonus, la prime à la conversion et le bonus sont là effectivement pour redonner une nouvelle dynamique et pour porter clairement une politique que nous défendons, qui est le développement des véhicules à basse émission, donc essentiellement les véhicules électriques et hybrides électriques. Nous avons bien conscience qu'il faut, y compris pour les constructeurs, qu'il y ait une visibilité dans le temps sur les dispositifs. On a décidé, et vous l'avez relevé, Monsieur Laurent, on a décidé de prolonger les bonus à leur barème actuel pour les véhicules électriques et hybrides jusque cet été. Donc, on a décidé de le prolonger de 6 mois parce qu'on tient compte de la difficulté rencontrée par la filière aujourd'hui à cause de la crise Covid, puisque le fait qu'ils ferment leurs concessions ne leur permet pas de pouvoir vendre suffisamment de véhicules et de pouvoir faire bénéficier à nos concitoyens de ces aides. Donc cette aide a été prolongée. On essaye de faire en sorte de se donner des perspectives. Et nous sommes en train de travailler avec la filière justement sur leur stratégie à 2030, pour voir avec eux comment on les accompagne dans une stratégie d'augmentation de production des véhicules propres, enfin propres, j'aime pas dire véhicules propres, mais des véhicules moins polluants. Vous voyez, voilà, puisque il n'existe pas de véhicules 100% propres, on le saurait, mais l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux. Et d'ailleurs, il y a des mesures de la Convention citoyenne qui vont plutôt dans ce sens-là, en mettant des jalons pour atteindre les objectifs qui ont été votés, je vous le rappelle, dans la loi énergie-climat qui dit qu'en 2040, il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques. Et donc, le fait de pouvoir tracer un chemin et de pouvoir poser des jalons, je pense que c'est une bonne idée de la Convention climat, parce que quand on a un objectif très lointain, si on ne dit pas comment on fait pour arriver à cet objectif, on peut se mettre dans la difficulté. Sur les infrastructures de recharge, sur le suramortissement, je vous avoue que là, j'ai un petit doute sur la réponse à apporter à votre question. Donc, étant dans le doute, je ne vous répondrai pas tout de suite, mais si je peux trouver une réponse à votre question, évidemment, je vous l'apporterai au plus vite. Sur le plan hydrogène, alors,
l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone. Il y a des discussions au niveau européen, vous le savez, sur cette question, puisque l'Union européenne est plus sur l'idée de s'orienter vers un soutien à l'hydrogène à base d'énergie renouvelable. Nous avons une électricité, Madame la Présidente le rappelait, qui est à 75% fondée sur le nucléaire, qui est une source d'énergie qui fait débat et dont on peut débattre, mais qui est objectivement totalement bas carbone. On n'a pas de sujet de discussion là-dessus. Il serait absolument contre-productif de ne pas tenir compte de cet aspect. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous allons déployer le plan hydrogène sur toutes les solutions bas carbone et donc les solutions à base de nucléaire et à base de renouvelables. Bien évidemment, nous avons une PPE qui va faire augmenter la part des renouvelables dans notre mix électrique. Et donc, la part de l'hydrogène renouvelable augmentera aussi à due proportion. Et c'est parfaitement normal. De toute façon, les investissements que nous voulons faire dans le cadre du plan hydrogène et pour lesquels nous avons une stratégie qui va nous permettre d'investir 7 milliards d'euros d'ici 10 ans et 2 milliards là, dans le cadre du plan de relance, c'est une stratégie qui vise tout d'abord à ce que nous devenions un pays avec des infrastructures de production d'hydrogène. On a beaucoup de demandes des élus qui nous disent moi je voudrais mettre mon bus à hydrogène, je voudrais installer tel ou tel moyen de transport ou d'utilisation de l'hydrogène. Avant de pouvoir utiliser l'hydrogène, il faut qu'on puisse en produire. Donc c'est évidemment, et c'est une partie de la réponse à la question que vous me posiez, c'est une des priorités dans le cadre du plan de relance, c'est de soutenir les projets de production d'hydrogène et donc notamment de construction d'électrolyseurs. Les gros électrolyseurs, nous en manquons en France. Nous avons des entreprises qui aujourd'hui sont positionnées sur plusieurs territoires pour pouvoir fabriquer des électrolyseurs. Voilà un des aspects du plan hydrogène qui sera très soutenu et très développé, puisque c'est à partir d'usines d'électrolyseurs et de projets d'hydrogène mutualisés à travers divers usages qu'on va pouvoir vraiment passer cette marche en fait, qui va nous entraîner à devenir pilote dans le cadre de la stratégie hydrogène. Sur les textes d'application de la loi énergie-climat, je ne les ai pas en tête, mais si vous les avez, mes chers collaborateurs, vous me les rapporterez. De même que sur la période visée sur les C2E, puisque la question que vous posez est très juste, Monsieur Laurent. Sur le code minier, alors vous avez demandé 2 lois. Vous avez demandé le code minier, vous avez demandé une autre. Je n'ai pas entendu quelle était l'autre loi dont vous parliez. En ce qui concerne le code minier, on a déjà commencé les consultations sur ce projet de loi, sans attendre d'avoir le véhicule législatif, puisque le temps se réduit. Et nous sommes un certain nombre à pousser très fort pour que cette réforme puisse être mise en œuvre avant la fin du quinquennat. Donc on est en train de regarder quel véhicule législatif on pourra utiliser pour aboutir. Peut-être dans le cadre de la loi sur la Convention citoyenne pour le climat, c'est une des options qui est envisagée. Ça aurait pu être aussi dans la loi 3D, en fait, moi je vous le dis clairement, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, soit on le fait rentrer dans une loi qui est déjà prévue à l'agenda, soit on n'arrivera pas à le faire rentrer. Et il s'avère que la Convention citoyenne pour le climat a eu la bonne idée de proposer quelques mesures qui concernent les mines, et donc qui permettent d'avoir une accroche qui nous permet de faire rentrer cela, mais encore une fois, rien n'est décidé. Donc ce n'est pas une annonce que je vous fais, ça fait partie des hypothèses de travail qui sont sur la table. J'insiste beaucoup parce que je vois des réactions. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau, absolument. C'est un gros morceau, mais là encore une fois, moi j'essaye d'être pragmatique.
Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai été élevée dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, donc je sais ce que c'est que l'après-mine, je sais ce que c'est qu'un certain nombre de situations sur lesquelles nous avons besoin de légiférer. Donc moi je veux qu'on légifère, et donc tous les moyens entre guillemets sont bons, mais évidemment on le fera proprement, et c'est pour ça d'ailleurs que les consultations sont déjà en cours sur l'intégralité des mesures proposées, pour que le travail de préparation puisse se faire correctement et pour qu'il puisse y avoir un vrai débat, parce que ça mérite aussi un vrai débat, et on prendra le temps de ce débat, monsieur le sénateur. Sur les C2E, on me dit, parce que là, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais qu'avoir une période dépassant 2023 est nécessaire pour donner de la lisibilité, et ce n'est pas incompatible avec le fait que le Parlement fixera le cap pour 2024-2028. Il pourra ajuster sur cette période. Voilà ce qu'on me dit sur les C2E. Et sur le... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté le nucléaire, alors que je sais que la question a été posée. Sur le nucléaire. Alors d'abord, dans le plan de relance, il y a 200 millions d'euros qui sont doublés, en fait, puisqu'on a aussi 200 millions d'euros qui sont prévus dans le cadre des plans d'investissement d'avenir dans le PIA 4. Donc, nous avons 400 millions d'euros qui sont prévus sur le nucléaire. Alors, ils sont prévus sur quoi ? Nous avons voulu axer sur un certain nombre de priorités. Il y a un fort besoin dans le nucléaire de répondre à certaines exigences, qui sont une exigence de retrouver des compétences. On l'a vu malheureusement avec ce qui se passe sur le PR de Flamanville, on le voit assez régulièrement, il y a une baisse des compétences, un manque de compétences sur un certain nombre de points essentiels. Je pense notamment, par exemple, à la soudure, c'est tout bête, mais on a besoin de trouver des soudeurs, on a besoin de redévelopper des compétences sur le nucléaire. Vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, mon opinion personnelle sur le sujet. Eh bien, même avec mon opinion personnelle sur le sujet, je crois qu'il faut investir parce qu'on a besoin d'avoir des personnels compétents pour cette industrie qui, quoi qu'on décide à l'avenir, est une industrie qui restera sur notre sol pendant des décennies, et donc pour lesquels on ne peut pas se permettre à des millénaires dans notre sol, ça c'est sûr, mais on ne pourra pas se permettre d'avoir une baisse de compétences sur un sujet qui demande autant de technicité, qui pose autant de questions de sûreté notamment et de sécurité. On investit aussi de l'argent dans les recherches d'alternatives à l'enfouissage en profondeur, puisque c'est une des demandes qui avait été faite suite au PNG-MDR, au débat public sur le PNG-MDR, Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Donc, on met aussi de l'argent dans le cadre de ces 400 millions sur les recherches d'alternatives. On a aussi un travail sur des nouveaux réacteurs, donc sur les petits réacteurs SMR aussi, des recherches là-dessus. Puis des recherches qui ont été demandées sur des aspects de sûreté nucléaire et de sécurité. Voilà globalement les investissements prioritaires qui ont été choisis, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, sur le nucléaire, on a un besoin qui n'était pas rempli. Je pense avoir répondu en partie à vos questions. Sur la mise en œuvre de la LEC, en fait, les travaux de mise en œuvre de la LEC ont été retardés par la crise Covid, en raison tout simplement de la surcharge des services dans divers domaines, parlons franchement, de la difficulté de concertation avec les acteurs à cause de cette crise et de la perturbation des travaux du Conseil d'État, lui-même très chargé par les travaux liés à l'état d'urgence sanitaire. Donc les travaux d'élaboration des textes sont cependant poursuivis, notamment avec des échanges dématérialisés entre les acteurs. Sur les 18 habilitations à légiférer par ordonnance, une est devenue sans objet, 6 ont été publiées, dont la transposition des directives efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments, ENR, et le remboursement contribution pour service public de l'énergie. Sur les 48 renvois à des mesures recensées, 10 ont été publiés, 3 se sont révélés in fine non nécessaires, 2 ont été différés à long terme concernant les décrets des futures programmations pluriannuelles de l'énergie et de la stratégie nationale bas carbone de 2023, 4 sont en cours d'examen ou en cours de transmission en Conseil d'État, et plusieurs ont fait l'objet d'une consultation avec les acteurs, ce qui permettra une finalisation rapide des projets. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade, Madame la Présidente.
Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander vraiment, chers collègues, d'être concis. Daniel Salmon, tu as le temps avant de partir, voilà, parce qu'en plus les trains sont rares. Donc voilà, ce soir. Parfait, Daniel, c'est vraiment une extrémiste parce que j'ai tu un poses ta train. question et puis Voilà. on te... En fin de compte, les réponses ont été en partie apportées. C'était concernant le photovoltaïque. Je sais que l'effet de seuil est quand même très important. On l'a connu plusieurs fois dans la filière photovoltaïque française où des ruptures ont emmené vraiment en cascade des faillites. Il faut vraiment faire attention à ça. On peut voir le même sujet d'ailleurs sur... C'est pas tout à fait pareil, mais sur l'éolien aussi, on a une rupture. Par exemple, au bout de 15 ans, le tarif bonifié tombe, et ce qui amène à démonter souvent les éoliennes pour en reconstruire de nouvelles, ce qui écologiquement est une aberration. Donc je pense qu'il faut vraiment se pencher sur ces idées, ces histoires de seuil qui peuvent vraiment être très contre-productives. Voilà, sinon c'était sur la rénovation thermique avec la prime rénov', mais on y a déjà partiellement répondu. Merci. Pierre Louot qui sera en visio. Sébastien. Oui. Voilà. Sébastien Plat. Oui, oui, vas-y. Oui, merci, Madame la Présidente. Ah Madame non, la c'est ministre, pas du tout toi. Ça n'est pas moi. Non, pas tout de suite. J'avais Sébastien. Bah, il n'est pas là, donc maintenant c'est à toi. Vas-y. Je remets Pierre Louot. Oui. Madame la Ministre, une question concernant le développement des biocarburants avancés et notamment des produits à partir de graisses de flottation. Les paramètres physico-chimiques On n'a demandés pas en entendu, France pour Pierre. Des graisses de... Les graisses de flottation, c'est-à-dire toutes les déchets, soit de l'industrie agroalimentaire, soit sur les stations d'épuration. Les graisses flottent en surface, on ne sait pas quoi en faire. Et aujourd'hui, on a une technique qui les permet de les transformer en biocarburants. Toute la difficulté, c'est que pour être utilisés, ils doivent être mélangés à d'autres carburants, sinon ils deviennent visqueux par temps froid. Et malheureusement, lorsqu'il y a un mélange avec d'autres carburants, ils ne bénéficient pas d'une TICPE allégée. C'est tout le problème. Sans TICPE allégée, ces biocarburants coûtent trop cher à produire et donc on n'arrivera pas à les rendre concurrents et à les mettre sur le marché. Je voulais demander à Madame la Ministre si elle pouvait mettre des mesures, notamment d'exonération partielle de TICPE, pour permettre la production de ces biocarburants qui véritablement utilisent des déchets nocifs pour l'environnement. Merci Pierre, je suis sûre que Madame la Ministre est une spécialiste de ce type de carburant. Viviane Artigalas, ensuite Catherine Fournier. Viviane. Je suis là. Oui, vous m'entendez? On t'entend bien. Vous m'entendez? Oui. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci de votre présence ce soir. L'hydroélectricité, outre la production d'énergie vertueuse et décarbonée, participe au soutien d'étiage des cours d'eau qui permet une gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les usages et à lutter contre les crues. Elle garantit aussi d'une certaine façon notre souveraineté énergétique et permet à EDF d'ajuster l'offre et la demande de la consommation électrique de manière efficiente. Enfin, elle est source d'emplois non délocalisables et de revenus sur nos territoires. L'enjeu principal de ce projet de loi de finances très particulier est sans conteste la mise en œuvre du plan de relance, vous l'avez dit. Pouvez-vous nous préciser les apports de ce projet de loi sur le développement des énergies renouvelables, en particulier l'hydroélectricité, et quelles sont les mesures pour encourager le développement de la petite hydroélectricité? Au-delà de ces éléments, je souhaite avoir votre avis sur 2 points adjacents. Les freins qui subsistent pour le développement de cette petite hydroélectricité, notamment une réglementation sévère et contraignante dont s'emparent quelquefois certains agents de l'État de façon intempestive. Et deuxième point, le projet Hercule, qui a déjà été évoqué par notre présidente, dans le cadre du renouvellement des concessions hydroélectriques et ses conséquences économiques, sociales et environnementales sur les territoires, comme sur la pérennité d'opérateurs historiques. Je vous remercie. Merci Viviane. Catherine Fournier, ensuite Pierre Kuipers qui est bien là. Bonsoir Madame la Ministre.
Eh bien, écoutez, je reviendrai un petit peu sur les propos de mon collègue Daniel Laurent. C'est vrai que votre pari ambitieux de faire émerger une filière française de l'hydrogène décarboné et d'en faire une priorité nationale appelle de ma part quelques réflexions. Actuellement, l'hydrogène produit à bas coût est issu de sources fossiles, à 95% d'hydrocarbures, gaz, pétrole, charbon, des ressources que nous n'avons d'ailleurs pas et qui sont toutes des énergies fossiles. Le passage au tout décarboné nous conduit vers une production d'hydrogène par électrolyse de l'eau sans émanation de carbone. Premièrement, donc, ma question portera sur le besoin de production d'électricité propre. Vous avez fait état du nucléaire, du photovoltaïque et de l'éolien. À ce propos, est-ce que vous envisagez toujours d'abandonner le nucléaire et ce, dans quel délai? Je reviendrai sur le photovoltaïque après pour rebondir un peu sur ce qui a été dit. Et deuxièmement, nous aurons effectivement un fort besoin en eau pour cette mutation industrielle. Envisagez-vous de mettre en place une nouvelle politique de gestion de l'eau? La fourniture de l'eau à l'industrie s'avère aussi être un enjeu d'avenir très important. Quelle politique pensez-vous mener? Donc, je reviens sur le photovoltaïque et sur la révision des contrats, des 800 contrats dont vous avez parlé. Rapidement, Catherine. Savoir, rapidement, s'il te plaît. Quel budget ça représente, si vous savez quel budget ça représente. Et d'autre part, vous avez dit également que vous alliez faire des révisions ciblées. J'attire votre attention sur le fait que je connais sur mon territoire et sur d'autres territoires nombre d'agriculteurs qui ont fait construire des bâtiments par des sociétés, par le biais de baux amphithéotiques ou de baux à construction sur lesquels il y a de très grandes toitures photovoltaïques. Agriculteurs, poney club. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre en compte dans ce que vous appelez la gestion? Parce que ces agriculteurs, parfois, même s'ils ont financé leur bâtiment, c'était bien évidemment parce qu'ils avaient espéré une rentabilité sur la production qu'ils revendaient à EDF. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Catherine. Pierre Kuipers, et ensuite nous avons retrouvé Sébastien Pla. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors que la transition énergétique s'est imposée comme un ressort incontournable de la reprise économique, la révision unilatérale par le gouvernement des contrats d'achat de certaines installations photovoltaïques est très problématique. En premier lieu, toute remise en cause de la signature de l'État n'est jamais bonne. Et dans ce cas précis, rien ne semble le justifier. D'abord, sur la méthode, son introduction par la voie d'un amendement parlementaire laisse songeur. En effet, une telle procédure ne permet pas de mesurer pleinement les effets juridiques et financiers de cette révision, ni de mener à bien l'ensemble des consultations nécessaires. Sur le fond, cette révision pose de lourdes difficultés. D'une part, elle remet en cause les hypothèses sur lesquelles les porteurs de projets, bien souvent des PME et des TPE, se sont fondés pour développer leurs activités, bien souvent en contractant de lourds emprunts auprès des banques. Sachez, et vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais que l'amortissement, il va jusqu'à 20 ans pour pouvoir mener à bien cette entreprise. D'autre part, elle érode la confiance placée par les acteurs économiques en la parole de l'État. Et pourtant, ils sont les premiers acteurs de la transition énergétique et de la reprise économique dans nos territoires. Enfin, et vous le savez bien, elle induit une différence de traitement tout à la fois entre les différentes puissances d'installation photovoltaïque et entre les différentes filières d'énergie renouvelable. Dans ce contexte, ne faudrait-il pas étudier plus en amont cette révision avant de l'envisager? La méthode utilisée interroge. Entre nous, quelle urgence y a-t-il à légiférer dans le cadre du présent projet de loi de finances initiale? Il me semble enfin également que l'orientation choisie par le gouvernement est tout à fait contraire à la transition énergétique en fustigeant l'énergie solaire, qui en est un des principaux piliers, et contraire à l'esprit de l'accord de Paris, ainsi qu'aux conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Merci. Il me paraît beaucoup plus approprié, et j'en termine, de trouver en vraie concertation avec les professionnels, je dis bien en vraie concertation avec les professionnels, un accord acceptable par les parties. Merci. Merci Pierre. Sébastien Pla, ensuite Franck Montaugé. Sébastien, est-ce qu'on t'a retrouvé? Oui. Vous m'entendez, oui. Voilà, allons-y.
On va parler d'inondations. Je suis élu, moi, depuis 20 ans dans le département de l'Aude et j'ai connu malheureusement 5 inondations majeures, occasionnant des dégâts considérables, près de 41 morts, des dizaines de milliers de sinistrés, plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Alors, la récurrence et l'amplification du phénomène lié au réchauffement climatique font que chaque année, à l'approche de l'automne, un climat anxiogène plane sur les élus et les populations des départements comme le mien du pourtour méditerranéen. Alors aujourd'hui, il n'est plus question de savoir quand, ni avec quelle force la pluie et les inondations vont nous frapper, mais sur qui et quel secteur ça va tomber. Alors pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, comment mieux anticiper les risques quand dans le même temps, la subvention pour charges de service public de Météo France ou du CEREMA diminue de manière continue? Par ailleurs, je suis inquiet de la présence dans la maquette budgétaire des risques naturels majeurs, du fonds de prévention. N'étant plus liés à une taxe affectée, ces moyens annuels se trouvent de fait fragilisés face aux grands arbitrages de l'État. Dès lors, comment garantir pluriannuellement les moyens de ce fonds et faire face sur la durée à l'ensemble des besoins d'investissement? Comment aussi vont s'exercer le contrôle de la coordination de l'utilisation du fonds, aujourd'hui porté par la Direction générale de la prévention des risques, si les crédits sont transférés au préfet? Pouvez-vous nous garantir l'égalité entre les territoires dans l'attribution de ces aides? Étendre le champ d'intervention de ce fonds à d'autres risques, comme le risque sismique, revient de plus à diminuer les actions entreprises dans le périmètre initial de ce fonds. Alors, vous expliquez dans votre présentation que le budget alloué à la prévention des risques est en hausse. Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord. Il accuse même une baisse de 22 millions d'euros si on exclut le fonds de prévention des risques naturels majeurs qui était géré jusqu'alors de manière extra-budgétaire. Alors, Madame la Ministre, même que les besoins de financement augmentent d'année en année du fait de l'accumulation des risques liés au changement climatique, on est sur des crues régulières décennales et non plus centennales, comment garantir l'affectation de la totalité du produit de la taxe sur les primes d'assurance qui était prévue à cet effet aurait, à mon avis, donné un signal un peu plus fort. Enfin, au-delà des conséquences psychologiques, les sinistrés sont frappés d'une double peine. Ils vont devoir payer des franchises d'assurance, malgré des annonces contradictoires du président de la République et du président de la Fédération des assurances, et en même temps, ils vont payer des impôts fonciers sur des biens qui ne valent plus rien. Alors, comment comptez-vous contraindre les assureurs à supprimer ces franchises, mais aussi exonérer du foncier les biens sinistrés? Merci. Merci Sébastien. J'engage tout le monde à essayer de réduire un petit peu son propos. Franck Montaugé, ensuite Bernard Buis. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger sur le nucléaire. On s'est doté d'objectifs très ambitieux en matière de production d'énergie décarbonée, donc qui se traduit dans la PPE et dans la stratégie nationale bas carbone. Cela va conduire à la fermeture de 14 réacteurs nucléaires, le premier étant Fessenheim, ça a été évoqué. Pensez-vous que notre pays, souverainement, est prêt à démanteler ces 14 installations? Est-ce qu'on a le savoir-faire, la compétence? Je considère personnellement qu'il y a toute une filière à construire. Quelle est la feuille de route du gouvernement par rapport à cette question-là? Étant entendu que je souhaiterais, avec, je pense, mes collègues, qu'on s'évite de faire appel à des compétences extérieures à notre pays. Et la deuxième question, êtes-vous favorable à l'hypothèse de construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires? Et considérez-vous qu'EDF a les moyens de mener cette politique de construction de 6 réacteurs nucléaires nouveaux? Merci. Merci Franck. Bernard Buis qui est devant nous. Merci Présidente. Madame la Ministre, merci pour vos propos. Vous avez montré avec le Président de la République votre attachement aux petites lignes SNCF et la remise en place des trains de nuit. Votre prédécesseur, Madame Borne, s'est engagée sur la rénovation du train de nuit Paris-Briançon et la remise en état de la ligne Livron-Veynes avec plus de 50 millions d'euros qui vont être investis. 36 millions d'euros sont également investis sur la ligne Grenoble-Veynes. Donc les travaux vont débuter au printemps prochain. Sur cette ligne non électrifiée, des machines à fuel tirent les wagons. Vous avez parlé tout à l'heure et vous avez annoncé il y a déjà quelque temps un grand programme hydrogène de plus de 7 milliards d'euros. Il serait intéressant que l'expérimentation sur des trains à hydrogène puisse être menée sur ces lignes. Sur la ligne Livron-Veynes, les 3 présidents de la communauté de communes des communes traversées vous ont écrit récemment en candidatant pour que cette expérience soit faite sur la ligne Livron-Veynes.
Donc ça serait intéressant de savoir à quelle époque vous envisagez de donner des réponses sur cette expérimentation. Par ailleurs, lorsque les lignes sont rénovées avec force argent public, État, département, région, il serait intéressant que les trains qui passent sur ces voies et qui s'arrêtent dans les gares puissent prendre aussi des voyageurs qui montent. Je cite par exemple le train Paris-Briançon qui ne sert pas à faire du cabotage. Dans ce train, on peut prendre le train à Paris et descendre à Die, mais personne ne peut monter de Die pour aller à Gap ou à Briançon. Donc ça semble quand même un peu aberrant et je pense que là-dessus, il faudra vraiment qu'on travaille avec la SNCF pour que les trains soient utilisés et soient utilisables. Voilà donc un peu ce que je vais comme question. Et puis, je voudrais citer que sur la Drôme, nous avons une entreprise McPhy qui travaille sur l'hydrogène depuis un certain temps. Et si vous avez l'occasion de venir la visiter, ça serait avec grand bonheur qu'on vous accueillerait. Collègues, j'attire l'attention de tout le monde que je ne suis pas responsable de la brouille avec le développement durable, la commission, parce que les questions de transport sont plutôt gérées par notre commission. Mais enfin bon, puisque la ministre est là, on peut lui poser ces questions. Oui, c'est la tradition de... Voilà, c'est difficile. Anne-Catherine Loisier, ensuite Fabien Gay. Anne-Catherine ? Oui, bonjour, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors, 3 petites questions complémentaires à celles de mes collègues qui ont déjà couvert beaucoup de sujets. Une petite question sur les modalités d'application. En fait, ça a déjà été évoqué des propositions de la conférence citoyenne. Madame la ministre, dans quelques jours, nous allons examiner au Sénat une PPL sur l'empreinte environnementale du numérique. Pensez-vous vous servir de ce véhicule législatif pour aborder un certain nombre de sujets, donc évoqués par la conférence citoyenne sur la 5G, les forfaits limités, la RSE? Sur l'hydroélectricité, déjà largement évoquée par mes collègues, moi je voudrais comprendre, Madame la Ministre, pourquoi, à moins que ça m'ait échappé, il n'y a rien dans le PLF sur l'hydroélectricité alors qu'on sait que le potentiel aujourd'hui est équivalent à plusieurs térawattheures. Donc pourquoi ce choix? Et enfin, vous avez parlé à juste titre, ça vient d'être fait, du fret ferroviaire, du transport multimodal, mais pas beaucoup, voire pas du tout, des voies d'eau. Donc, qu'en est-il de l'avenir et du développement des voies d'eau? Merci. Merci Anne-Catherine. Fabien Gay, ensuite Marie-Noëlle Lienemann. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je vais m'y tenir. Je ne vais pas parler du train. Merci, parce que, y compris si je me lance, on va avoir un vrai débat politique. Parce que j'ai vu le Twitter de M. Djebari hier soir dire c'est le premier gouvernement à investir autant dans le ferroviaire. Je pense qu'il nous faut un peu d'humilité. Surtout que vous êtes en train de démanteler l'entreprise SNCF petit bout par petit bout. Enfin bon. Et c'est vous à qui on doit le pacte ferroviaire. Bon, enfin bref. Je mets ça de côté. 2 choses. J'avais prévu de vous interroger, mais c'est par rapport au débat que vous avez provoqué. Moi, je vous dis, sur la Convention citoyenne, nous sommes partisans de ça. Il y a beaucoup de choses qui nous intéressent là-dedans, mais je vous le dis, je pense qu'il ne faut pas mettre un fourre-tout et vouloir tout mettre là-dedans. C'est un avis. Après, vous ferez ce que vous voulez. Mais vouloir mettre 148 propositions, plus la réforme du code minier, plus je ne sais combien de choses, je pense que ça va faire beaucoup. La question de la réforme du code minier, qui est attendue depuis, qui est un serpent de mer depuis je ne sais combien de temps, je pense qu'il faut le prendre et avoir un vrai débat politique sur cette question. Si ce n'est pas dans ce quinquennat, peut-être qu'un autre gouvernement le portera, mais je le dis... Bon. Moi, une question, parce qu'après j'en avais beaucoup, et d'ailleurs sur la Convention citoyenne, moi je pense, excusez-moi Madame la Ministre, je pense qu'on a une question sur la Convention citoyenne, si on en refait. Je trouve anormal que la Convention citoyenne ne rende que des comptes au Président de la République. Je pense qu'on aurait une vraie question, c'est qu'elle soit aussi connectée au Parlement. Non mais quand je dis ça, c'est qu'on peut... Pourquoi en direct avec le Président de la République ? Il y a une question, il y a un Parlement. On peut avoir un dialogue, nous aussi, avec la Convention citoyenne. Bon, voilà. Juste une question, c'est sur EDF. Moi, je suis opposé au projet Hercule et au démantèlement, là aussi, de l'entreprise publique. Si le projet Hercule va au bout, est-ce que vous allez passer devant le Parlement ? Je pense que ça, c'est une question d'avenir. Parce qu'à partir de là, ce n'est pas la même politique énergétique. Si on a une entreprise publique sur laquelle on peut agir, ou si... tout le secteur énergétique, Madame la Ministre, est privé. Et d'ailleurs, avec la restructuration d'Engie, et on a le débat, c'est ce qui est en train de se passer.
vous allez vendre Engie petit bout par petit bout, notamment au groupe Total. Donc si après, je ne vois pas comment on peut mener une politique ambitieuse de transition énergétique si on n'a plus de levier et plus d'entreprises publiques. Donc c'est les barrages hydroélectriques, qu'est-ce qu'on va faire sur les concessions, les 150 barrages? Qu'est-ce qu'on va faire sur la Reine, qui est imbécile? Ben là, bon, j'ai pas le temps, mais là, ça l'a montré pendant la crise. Les entreprises privées sont retirées de l'arène. Ça fait 10 ans qu'ils se gavent en réalité sur l'entreprise publique EDF. Donc c'est toutes ces questions-là. Donc si vous voulez aller au bout du projet Hercule, est-ce que vous allez passer devant le Parlement et est-ce qu'on aura un débat? Voilà. Merci. Et j'ai pas parlé de ferroviaire. Merci Fabien. Marie-Noëlle Lindemann, ensuite Micheline Jacques. Marie-Noëlle en visio. Oui. Bonjour Madame la Ministre, chers collègues. Ma première question concerne les risques technologiques. Après l'incendie de Lubrizol, Madame Borne nous avait indiqué qu'elle voulait doubler le nombre de contrôles des installations classées. Or, je constate que le budget des risques technologiques est en baisse et que vous annoncez 30 postes équivalent temps plein d'inspecteurs et 20 postes l'an prochain. Ça ne fait jamais que 50 postes. Je vous rappelle qu'il y a 1600 postes d'installation classée. Donc, même à supposer qu'on améliore la productivité des contrôles, on ne va pas pouvoir doubler les contrôles avec si peu de postes. Or, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement important, d'autant plus que, vous le savez bien, au motif de la simplification, il y a de moins en moins de rigueur dans toute une série de documents transmis par les entreprises. Donc, premier point. Le deuxième est court. Vous savez que tous les agents, moi je crois que l'État a besoin d'expertise de haut niveau pour assurer la transition écologique dans l'ensemble de ces agences. Or, il est prévu des suppressions d'emplois et du coup, soit ils font moins de choses, soit ils font appel à la sous-traitance. Ne croyez-vous pas qu'il faut au contraire renforcer et pour le coup au moins stabiliser les postes dans ces agences? Merci Marie-Noëlle. Micheline Jacques, et nous finirons avec Patricia Schillinger. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en ce moment précis, la Guadeloupe est victime de très fortes inondations. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un sujet purement budgétaire, pouvez-vous nous indiquer où en est le projet de loi relatif aux risques naturels majeurs outre-mer qui avait été annoncé? Fort heureusement, la saison cyclonique caribéenne s'achève sans phénomène majeur, mais il convient d'anticiper. Par ailleurs, je partage l'idée que l'environnement, c'est un vecteur de relance économique. Comment pensez-vous encourager et accompagner les entreprises de valorisation des déchets, et notamment des VHU, qui est un réel problème au niveau des Outre-mer, ainsi que le traitement des batteries de stockage électrique, qui reste aussi un vrai problème? Je vous remercie. Merci beaucoup Micheline. Et enfin Patricia Schillinger. Bonsoir Madame la Ministre. Je voudrais revenir sur Fessenheim, si vous permettez. Je suis sénatrice du Haut-Rhin, comme vous le savez. Un amendement a été adopté à l'Assemblée nationale qui prévoit une compensation d'un tiers du FNGIR. C'est un pas intéressant, mais qui reste très insuffisant. Donc, une grande inquiétude sur le terrain et des élus. Il nous faudrait un soutien supplémentaire en matière fiscale, en direction des collectivités, parce que ce serait aussi une façon d'apaiser la relation État-collectivité et permettre de jouer pleinement leur rôle dans la reconversion et leur territoire. Il est vrai que si cela ne se faisait pas dans les mois à venir, elle serait contrainte et elle serait submergée en 2025-2026 et ne pourront pas accompagner efficacement le après Fessenheim. Et si je peux me permettre, ce serait intéressant de revenir sur le terrain et on a l'impression qu'il y a une parenthèse, un vide, puisque, comme mon collègue l'a dit, on a besoin de gens formés pour le démantèlement. Donc, j'espère qu'avec peut-être aussi les universités, on peut travailler sur des nouvelles formations et ce serait important d'aller vers cette voie où, si vous avez des sujets, que vous pouvez nous faire connaître.
Je voudrais passer sur un autre sujet qui est sur la pollution de certains, dans certains départements, des risques chimiques et surtout la dépollution relevant du programme 181. C'est vrai que dans notre pays, nous avons d'énormes friches et des charges orphelines héritées de l'activité d'entreprise de la chimie, aujourd'hui disparue, qui pollue l'environnement et particulièrement la nappe phréatique. Et vous savez que dans le Haut-Rhin, nous avons la plus grande nappe phréatique d'Europe. Et on a des stockages, comme dans la commune de Winsenheim, qui est très touchée par cette problématique de 750 tonnes de lindane. Alors, je voulais savoir si voilà, quelque chose était prévu ou il fallait prévoir dans les semaines à venir. Et surtout, il y a des crédits au titre des crédits de 2021, si vous pouvez indiquer s'il y a des renforcements des mesures de protection et surtout des dépollutions de sites par des stockages du lindane envisagés. Je vous remercie. Merci Patricia. Il nous reste une question, Évelyne Renaud-Garabédian, qui est là avec nous. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le plan de relance semble très prometteur pour le développement de la filière hydrogène française et annonce un investissement de 2 milliards d'euros. Il témoigne d'une meilleure appréhension du lien entre cette source d'énergie et l'urgence écologique. Aujourd'hui, en France, tous les maillons de la chaîne de production d'hydrogène sont présents sur le territoire, mais la filière déplore un manque d'adhésion, notamment dans le domaine de l'automobile. Ceci est d'autant plus vrai que le gouvernement s'est fixé l'an dernier l'objectif de compter 1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France d'ici 2022, soit 5 fois plus qu'aujourd'hui. Comment est-ce que vous envisagez de concilier la promotion de l'hydrogène avec la promotion de l'énergie électrique? Et devons-nous faire un choix alors que la Chine a décidé de tout mettre pour miser sur l'hydrogène? Merci de vos réponses. Madame la Ministre, voilà une longue série de questions auxquelles je vous laisse répondre. Merci Madame la Présidente, merci à tous pour vos nombreuses et pertinentes questions, sachant que la première est pour moi la plus compliquée sur les graisses de flottation, Monsieur Louot. Là, je suis complètement sèche sur cette question. Oui, je vous confirme que quand il y a des mélanges entre différents carburants, on ne peut pas appliquer d'allègement de la TICPE, puisque la TICPE est vraiment la TICPE allégée est vraiment fléchée vers les biocarburants, ce qui est considéré comme biocarburant, dont d'ailleurs la définition a été un peu revue par des amendements à l'Assemblée nationale que vous verrez certainement passer, notamment sur l'huile de palme et sur le soja. Donc, je reviendrai vers vous pour vous apporter une réponse sur ces graisses de flottation. J'avoue que la réponse m'intéresse moi-même, puisque vous parlez de graisses qui ont un intérêt dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, puisque tant qu'à faire, autant les récupérer et les réutiliser plutôt que de les jeter ou de gaspiller. Sur la question... alors, il y a des questions qui se recoupent. Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur le projet Hercule et la réorganisation d'EDF. Alors, je vous le confirme, Monsieur Gay, si ce projet aboutit, bien évidemment, il nécessitera une loi et donc il passera devant le Parlement. Donc, il y aura un débat au Parlement sur le sujet. Pour être plus général sur ce projet, en fait, pour mettre en œuvre la PPE, le gouvernement a demandé à EDF de continuer à jouer un rôle central dans la transition écologique du pays, avec d'une part la poursuite de l'exploitation du parc nucléaire existant au niveau prévu par la PPE, et après je répondrai à vos questions sur la suite, et d'autre part un développement massif des énergies renouvelables, du stockage et des réseaux intelligents. Ces moyens nous permettent et nous permettront de produire une électricité qui est déjà aujourd'hui décarbonée et qui continuera à l'être et qui le sera totalement d'ici 2050.
Ce qu'on veut, et la priorité du gouvernement, c'est que l'entreprise dispose de capacités d'investissement accrues pour participer à la transition énergétique dans ses différentes composantes. Et dans cette perspective, le gouvernement a demandé au PDG d'EDF de lui faire des propositions relatives à l'organisation du groupe afin de permettre à ce dernier de dégager les ressources nécessaires pour répondre aux défis d'investissement massifs qui s'annoncent, parce que de toute façon, il faudra des investissements massifs, quel que soit le choix qui sera fait. Est-ce qu'on poursuit avec de nouveaux réacteurs nucléaires ou est-ce qu'on choisit l'autre stratégie, qui est une stratégie de baisse progressive de la part du nucléaire pour arriver vers une énergie totalement renouvelable en 2050 ? De toute façon, ça demandera des investissements lourds. Donc, le projet d'EDF devra maintenir une entreprise intégrée et une entreprise publique. La direction de l'entreprise prépare ses propositions en associant le corps social de l'entreprise. Alors, les effets de la crise, évidemment, renforcent le besoin pour EDF de dégager des ressources pour répondre aux défis de la transition. La réorganisation du groupe permettra aussi de donner à l'entreprise les moyens de jouer un rôle central dans la transition énergétique du pays. Par ailleurs, le gouvernement travaille en parallèle sur une nouvelle régulation du parc existant pour protéger le consommateur des hausses de prix sur les marchés de l'électricité. Donc là, c'est le sujet à Rennes, et pour assurer le financement du parc nucléaire existant en cohérence avec les objectifs de la PPE. Donc aujourd'hui, sur ce sujet, des échanges ont été engagés sur une nouvelle régulation du nucléaire, en parallèle évidemment, en même temps que la question de l'Arenh. La proposition de réorganisation du groupe EDF devra prendre en compte les éléments de la négociation qui aujourd'hui est encore en cours. Sur l'Arenh plus particulièrement, qui est totalement corrélée au sujet, et de la même manière que la question de l'hydroélectricité, qui est aussi, pas de l'hydro totalement, mais des concessions. Aujourd'hui, sans une régulation adéquate, le consommateur français et le producteur du nucléaire sont exposés directement à un prix de marché qui est essentiellement déterminé par le prix des fossiles. Et ça ne reflète pas la spécificité de l'approvisionnement en électricité de la France. Et donc, on veut, pour réussir les politiques de transition énergétique, que le consommateur français puisse, sans renoncer au libre choix de son offre de fourniture, compter sur des prix stables et maîtrisés. Et donc, le gouvernement envisage de mettre en place une nouvelle régulation du parc nucléaire existant qui permette de garantir une protection des consommateurs contre les hausses de prix dans la durée, en les faisant bénéficier de l'avantage compétitif lié à l'investissement qui a coûté cher aux contribuables français, qui a été fait sur le parc nucléaire existant et qui permet de garantir la capacité financière d'EDF d'assurer la pérennité économique de l'outil de production pour répondre aux besoins de la PPE. Donc, les négociations là-dessus se poursuivent avec l'objectif d'aboutir le plus rapidement possible, parce que justement, s'il faut une loi derrière, il faut qu'on aboutisse vite. Sur le relèvement du plafond de l'AREM, la question se posera en fonction de l'issue des négociations, parce qu'il faut un accord de la Commission européenne et il y aurait un risque de mettre en péril l'ensemble du dispositif AREN en cas de décision unilatérale de la France, de modifier le volume d'AREN contre l'avis de la Commission. Donc, à travers l'AREN, les consommateurs sont quand même très protégés. L'AREN continue à couvrir une part substantielle de leur approvisionnement à un prix maintenu à 42 € par mégawattheure, très inférieur au prix de marché actuel. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, sachant que on est en train de finir les négociations, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant sur les négociations sur l'AREN. Sur juste la question qui a été posée aussi sur la question des réacteurs, de la construction des réacteurs EPR. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous êtes toujours pour arrêter le nucléaire ? Je crois que c'était... Alors... Le gouvernement n'a pas pris de décision sur cette question, dans la mesure où la décision sur ce qu'il se passera après 2035 appartient aux citoyens de ce pays, par le biais soit de leurs représentants, soit par d'autres biais, mais en tout cas, ce ne sera pas une décision unilatérale. Donc aujourd'hui, nous avons la PPE qui nous emmène à 50% de nucléaire en 2035 dans le mix électrique. Pour ce qui se passe après 2035,
le rôle du gouvernement et mon rôle en tant que ministre en charge de l'énergie, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir plusieurs options sur la table, que ces options soient renseignées, que ce soit sur leur faisabilité technique, sur leur coût, et que ce soit des options réalisables. À partir du moment où ces options sont sur la table, le choix, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, sera un choix qui sera pris par les citoyens français. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses et c'est la vision qui est partagée par le gouvernement. Cette décision, elle se prendra lors du prochain quinquennat. Donc, moi, ce que je veux juste, c'est que les citoyens aient tous les éléments. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on construit? Est-ce que si on continue en faisant des EPR ou autre chose? Est-ce que si on arrête, à quel rythme, comment et combien tout cela va coûter? Voilà ce sur quoi je me suis engagée avec l'accord du président de la République pour qu'on puisse y arriver. Et nous pensons qu'il est absolument essentiel de faire ce choix et surtout de faire cette PPE. Pourquoi? On le voit aujourd'hui. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du fait de faire appel à du charbon importé dans la situation actuelle pour le passage de l'hiver. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien évidemment à cause de la crise, mais c'est bien évidemment à cause de la crise Covid qui a entraîné le fait que les opérations de maintenance sur les réacteurs nucléaires n'ont pas pu être faites à l'époque où elle était supposée être faite, c'est-à-dire à des moments où on a moins besoin d'électricité. Les opérations de maintenance ont dû être décalées, donc nous avons eu beaucoup plus de réacteurs arrêtés que d'habitude. Et ce n'est pas 2 réacteurs de Fessenheim. On était sur une vingtaine de réacteurs arrêtés. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux que ce que certains peuvent dire. À partir du moment où on a dû décaler les opérations de maintenance et les visites décennales, parce qu'il y en avait aussi parmi ces réacteurs, eh bien, forcément, on est obligé de les concentrer maintenant et ça a pu entraîner une inquiétude sur le passage de l'hiver. Moi, ce que je constate, c'est que nous avons 75% de notre électricité qui est produite à partir du nucléaire. Quand il y a un raté sur le nucléaire, eh bien, on en subit les conséquences. C'est pour ça qu'il faut diversifier notre mix électrique. Si on avait un mix électrique plus diversifié, on serait moins à la merci de ce genre de raté, puisqu'on pourrait faire appel à d'autres types de production d'énergie. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que nous le faisons et que nous avons raison de le faire et que cette PPE est une PPE responsable pour l'avenir. Deuxième point, si on a aussi des problèmes au passage de l'hiver, c'est parce qu'on a les problèmes notamment de pointe. Pourquoi on a des problèmes de pointe? Aussi parce que pendant des années, on a négligé un aspect essentiel de la politique énergétique qui est celui de la baisse des besoins d'énergie. C'est-à-dire, pour parler plus trivialement, de la chasse au gaspillage. On a trop longtemps gaspillé et on a trop longtemps, parce que l'électricité était moins chère, etc., parce que on avait une électricité décarbonée, on n'a pas suffisamment fait attention à réduire nos besoins en énergie. Donc, au moment de la pointe, on a une très forte consommation d'électricité et donc, à un moment, on est obligé de faire de la régulation. Le gouvernement tient compte de cette question et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, on met autant d'argent, notamment dans le bâtiment, aussi pour justement éviter d'avoir ces pointes parce que on gaspille de l'électricité aujourd'hui. Donc c'est une politique qui est pensée, c'est une politique qui est rationnelle, d'essayer d'avoir moins besoin d'électricité et pour l'électricité qu'on produit, faire en sorte qu'elle soit plus diversifiée parce qu'on sait que la demande de toute façon peut avoir tendance à augmenter parce qu'on a de l'électrification des usages, notamment par exemple dans la mobilité. Donc c'est un travail de fond, mais c'est un travail absolument essentiel que nous menons. Je voulais insister sur ces questions-là. Nous avions d'autres questions sur l'hydroélectricité. Parce que oui, je n'ai pas terminé sur l'AREN et Hercule, il y a aussi l'hydroélectricité. En fait, ça fait partie des mêmes négociations, c'est pour ça que ça fait partie des mêmes négociations. Elles sont donc en cours. La volonté politique que nous avons, c'est de conserver et de valoriser notre parc hydroélectrique. La négociation... Je me doutais que tu allais me faire dire ça. Mais
Ce que je peux vous assurer, c'est de la volonté politique de conserver nos barrages hydroélectriques. Et c'est de faire en sorte que les concessions puissent être gérées ici et par la France. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, vous pouvez compter sur ma pugnacité et la pugnacité du gouvernement pour essayer de sortir par le haut de ces questions-là. Sur j'alterne les questions techniques et les questions un peu moins techniques. Sur la Convention citoyenne pour le climat, les membres de la Convention citoyenne pour le climat n'ont en aucun cas de compte à rendre uniquement au président de la République. Elles ont été auditionnées à l'Assemblée nationale. Je pense qu'elles n'ont pas été auditionnées au Sénat. Il me semble que si. Mais il me semble, monsieur le sénateur, si je peux me permettre, que le Parlement n'a pas missionné la Convention citoyenne pour le climat, que le Parlement n'a pas pris cette initiative. Il s'agit d'une initiative du président de la République. Si le Parlement avait souhaité missionner une Convention citoyenne pour le climat, je pense que rien ne l'empêchait de le faire. Sur la question de l'hydrogène, c'est Madame Fournier qui a posé la question sur l'hydrogène et les ressources en eau, plus largement de l'industrie et plus largement de nos besoins en eau, en fait. C'est une vraie question. C'est une question absolument essentielle parce que on voit que les besoins en eau vont se multiplier. La question de l'électrolyse, l'hydrogène par électrolyse, effectivement, ça demande de l'eau qui sera ensuite réémise lors de la consommation de l'hydrogène. Mais on a des projets de prédéploiement qui ont été soutenus par l'ADEME et qui a une attention particulière là-dessus. La ressource en eau, on va devoir la partager entre les utilisateurs traditionnels, qui sont évidemment les consommateurs, les citoyens, l'industrie, l'agriculture, qui est une forte consommatrice d'eau, et tous les projets d'avenir. Or, on sait que la ressource en eau va être une ressource, malheureusement, qui risque d'être de plus en plus rare, notamment dans certaines régions de la France, parce que le réchauffement climatique entraîne des phases de sécheresse et des phases de canicule. On le sait. Face à cela, il faut évidemment anticiper. Pour cela, il y a un travail qui est réalisé dans le cadre des agences de l'eau autour de ce qu'on appelle les PTGE, les projets de territoire et de gestion d'eau, qui, pour moi, sont les meilleures manières de résoudre ces questions. On ne peut pas résoudre ces questions d'eau sans mettre tous les acteurs des territoires autour de la table pour essayer de trouver des solutions au cas par cas. Vous n'aurez pas les mêmes solutions chez moi dans la Somme que dans l'Aude, qu'ailleurs, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais si on ne met pas en place les PTGE, et si on ne le fait pas correctement, on risque d'avoir des tensions très fortes sur l'approvisionnement en eau. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. On a déjà sur certains territoires des conflits qui commencent à monter, notamment sur la question des bassines, ou sur toutes ces questions-là. Je crois qu'il faut prendre cette question au sérieux et il faut inciter, et moi j'essaye de prêcher la bonne parole partout, inciter tout le monde à se mettre autour de la table, regarder cette question en face. Cette question existe. Cette question doit nous interpeller et doit nous permettre de trouver des solutions ensemble. Ça peut pas être fait d'en haut. Alors, j'essaye de regarder les autres questions. J'ai une page de questions que j'ai perdue. Donc, j'ai les deuxièmes. Là, voilà. Alors, sur les... Ça, je l'ai fait. Je vais le faire comme ça va être plus simple. Sur le photovoltaïque, les questions... il y avait eu des questions complémentaires sur le budget. Donc, on est sur une assiette de 750 millions d'euros. Il y avait des demandes qui avaient été faites sur combien on allait percevoir. A priori, la révision nous donnera de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros. Il faut savoir que, par contre, si on ne le fait pas, c'est 2 milliards d'euros par an. Et donc, c'est 20 milliards d'euros sur 10 ans. C'est aussi ça. Sur la question de revenir sur la parole de l'État, moi, je rappelle que les contrats qui sont visés aujourd'hui
sont illégaux au titre du droit européen, puisqu'ils n'ont pas été validés par la Commission européenne au titre des aides d'État. Les gros porteurs de projets qui sont visés par la mesure du gouvernement, je rappelle que ce sont les gros porteurs de projets qui sont professionnels, qui sont des investisseurs avertis. Ils ne pouvaient pas ignorer cette situation quand ils ont signé les contrats. Ils ont donc accepté de financer des projets risqués, en connaissance de cause, au regard d'une rémunération qui était très attractive. Et le Conseil d'État a par ailleurs confirmé lors de l'examen de la disposition que les rémunérations excessives étaient contraires à l'intérêt général et que l'État pouvait modifier les contrats en conséquence. C'était une précision que je souhaitais vous apporter. Sur le fonds de prévention des risques naturels, il y a eu des questions sur ce fonds de prévention des risques naturels qui s'appelle le fonds Barnier. Il est connu pour ça. Donc, le fonds Barnier, il a été réintégré dans le budget de l'État, de la même manière que le CAS Transition énergétique, Madame la Présidente. C'est une évolution qui permettra au Parlement de se prononcer sur les dépenses effectuées par le fonds. Parce qu'actuellement, l'autorisation, elle porte seulement sur les recettes qui y sont affectées. Le regard sur leur utilisation effective était jusqu'à présent permise par le jaune FPRNM. Alors que les ressources affectées au fonds étaient plafonnées à 131 millions d'euros par an, le gouvernement porte les moyens du fonds à 205 millions d'euros par an. Donc on a une augmentation de 56%, conformément aux engagements qui ont été pris lors du Conseil de défense écologique de février dernier. Cette évolution préserve la gouvernance, en particulier avec les collectivités bénéficiaires et le respect des engagements financiers antérieurs de l'État. Ça, c'était un point sur lequel je voulais insister sur le fonds Barnier. J'avais aussi une question sur les risques. Où est-ce que je les ai ? Les risques sur... je fais un paquet risques, si vous me permettez, sur les ICPE. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, je crois que c'était Mme Lindemann qui m'avait posé la question, on dénombre 500 000 installations classées, 1 300 sites Céveso, 26 900 installations classées soumises à autorisation et 16 200 à enregistrement. Donc, l'inspection des installations classées, aujourd'hui, elle comporte 1 290 agents en équivalent temps plein sur le budget du ministère, dans les directions régionales, dans les DREAL, et 200 ETP qui sont portés par le ministère de l'Agriculture dans les DDPP. Au regard de la charge croissante de ces missions, le nombre de contrôles annuels a été divisé par 2 en une dizaine d'années. Un plan stratégique a été mis en place pour reconquérir la moitié de cette baisse, donc pas la totalité, hein, Madame Lindemann, il faut un peu de temps, mais la moitié de cette baisse d'ici 2022. Il s'appuie sur plusieurs outils, sur la transformation numérique, sur l'adaptation des postures et des organisations, sur des simplifications administratives. Et en 2019, le premier volet de ce plan stratégique a permis d'atteindre le chiffre de 19 700 inspections qui ont été réalisées, soit plus 8% par rapport à 2018. L'accident de Lubrizol a confirmé la nécessité de ces contrôles accrus sur le terrain, y compris pour lancer une campagne complémentaire de recherche de sites industriels non connus de l'administration dans le voisinage des sites Céveso qui pourraient être à l'origine d'un effet domino. Ça, c'est un des gros enseignements qu'on a eu de Lubrizol. Moi, j'ai décidé de renforcer l'inspection des installations classées en dégageant donc 30 postes, comme vous l'avez dit, d'inspecteurs supplémentaires en 2021 et 20 en 2022. On va aussi mettre en place un système qui existait déjà par ailleurs, notamment sur le nucléaire, qui est un système qui va permettre d'avoir une vigilance renforcée sur un certain nombre de sites sur lesquels on aura vu un certain nombre de problèmes. Et donc, ces sites-là seront publiquement en vigilance renforcée, ce qui permettra d'avoir de manière très transparente on va dire une petite pression sur les industriels pour qu'ils puissent nous tenir au courant de la mise à niveau de leur processus qui auront été mis en cause. Ça, c'est un point aussi important. Sur les trains hydrogène, Monsieur Buis, effectivement, hein, ça fait partie des outils de l'hydrogène. L'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire pour développer une nouvelle offre via des expérimentations de l'ensemble du système hydrogène. Donc, il y a 22 millions d'euros qui ont été alloués. 4 régions
Donc le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, donc votre région, Monsieur Buis, qui ont été retenus. Et par ailleurs, j'ai confirmé en octobre un soutien supplémentaire aux régions avec 4 millions d'euros par région partie prenante pour aider à la mise en place des infrastructures. Donc on est à 16 millions d'euros en tout. 2 appels à projets ont été publiés le 15 octobre 2020 dans le cadre de la stratégie hydrogène sur l'une des briques technologiques et des démonstrateurs. Donc ce sont des appels à projets ouverts jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'un et l'autre ouvert jusqu'au 17 décembre 2020 sur les écosystèmes territoriaux. Et donc les projets de transport sont éligibles à ces 2 appels à projets. J'ai retenu votre invitation pour McPhy. Si je peux, ce sera avec grand plaisir, puisque effectivement, nous portons beaucoup d'espoir sur cette entreprise. J'ai retenu aussi votre point sur les arrêts de train. Je pense que sur certaines dessertes, il faut vraiment que là, pour le coup, encore une fois, tout le monde se mette autour de la table et qu'on regarde territoire par territoire, là où c'est intéressant d'avoir des dessertes plus fines. Je pense que j'ai répondu à quasiment tout. Il y avait la pollution au Lindan à Witzenheim. Alors effectivement, sur ce cas particulier, il y a depuis la liquidation judiciaire de la société de pesticides, c'était PCUK, je crois, en 1997. Il y a eu des travaux nécessaires au confinement des déchets issus de l'activité, dont ceux stockés à Witzenheim, sur le Lindan. Les derniers travaux ont été menés en 2010 pour apposer une couche de géotextile qui permet d'éviter toute pollution par l'infiltration des eaux de pluie. Par ailleurs, l'ADEME effectue une surveillance régulière de l'état des eaux souterraines autour de ce site. En prenant en compte les résultats de surveillance entre 2000 et 2016, le panache de pollution est aujourd'hui considéré comme stable. Mais évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Le préfet a saisi mon ministère en 2018 pour la réalisation d'une nouvelle surveillance quadriennale, comme préconisé par l'ADEME. Il s'agit d'une amélioration du réseau de surveillance des eaux souterraines en aval hydraulique immédiat du site afin de mieux cerner les origines possibles des contaminations. Et mon ministère a donné son accord pour effectuer ces travaux qui sont aujourd'hui chiffrés à 208 000 €. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, je suis désolée, mais s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez me le signaler maintenant. Et puis évidemment, je pourrais vous faire passer les réponses par écrit. En fait, c'était concernant le projet de loi qui avait été annoncé relatif aux risques naturels majeurs suite au passage de l'ouragan Irma qui avait ravagé Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Oui. Mais bien sûr, je comprends et vous avez tout à fait raison. Alors, ça fait typiquement partie des projets de loi qui sont aujourd'hui dans un problème de calendrier, parce qu'on a le calendrier qui est très chargé. Et donc, on essaye, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure pour un autre projet de loi, on essaye de voir si on peut trouver un véhicule pour intégrer ces mesures, pour qu'elles puissent s'appliquer le plus vite possible. Donc, on envisage éventuellement de placer ce projet de loi dans la loi 3D, puisque la loi 3D serait le véhicule qui serait le plus adéquat. Mais à ce stade, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la loi sur les mines, rien n'est définitif. Très bien, merci beaucoup Madame la Ministre. Beaucoup de questions, merci d'avoir pris le temps de répondre. Si on a d'autres questions auxquelles vous n'avez pas répondu, on se permettra de vous solliciter. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je pense qu'on aura des débats en séance maintenant pendant le projet de loi de finances et on se retrouvera donc rapidement. Voilà, merci infiniment.